Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au roi de Portugal, Dinis Ier, surnommé le père de la patrie, le roi libéral, le roi laboureur ou encore le roi poète. Sixième monarque de la dynastie de Bourgogne, fondé après la victoire sur les Champs d'Ourique le 25 juillet 1139 par Afonso Henrique et confirmé par la volonté du peuple aux États de la Mégo. Vous voulez en savoir plus sur Dinis Ier? Venez avec moi. Comme héritier du trône, Don Dinis de Portugal fut très tôt formé par son père Afonso III pour diriger le Portugal. Le futur roi est né le 9 octobre 1261 à Lisbonne. Il appartenait du côté paternel à la maison royale portugaise, descendante directe de la maison ducale de Bourgogne issue du mariage en 1093 d'Henrique de Bourgogne et de Teresa de Léon, comtesse souveraine de Portugal, fille du roi de Castille et Léon, Afonso VI, lui-même héritier des droits dynastiques sur l'ancien comté, souverain du Portugal. Du côté maternel, Dinis Ier descend de personnalités importantes, telles qu'Afonso X de Castille, son grand-père, Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, et Philippe de Haushofen, duc de Souabe, ou encore Louis IX, roi de France. Afonso III meurt le 16 février 1279, laissant un royaume avec une grande stabilité interne, résultant d'une autorité royale incontestée. Contrairement à l'état général de Castille où régnait un climat marqué d'ingouvernabilité et de conflits sociaux permanents. Jusqu'à la mort de son mari, Béatrice de Castille exerce une grande influence sur la cour royale et soutenait le rapprochement des royaumes de Portugal et de Castille. Dinis Ier fut confié, bien qu'il fût déjà majeur, il avait 17 ans au moment de son accession au trône, à un conseil de régence présidé par sa mère Béatrice de Castille, qui tente probablement de s'emparer du royaume de Portugal en dirigeant un conseil auquel participait l'intendant en chef de son père, João Pérez de Aboim. Dès le début de son règne, Dinis Ier démontre rapidement sa force de caractère et son autorité qui le caractérise tout au long de ses 46 ans de règne. Il refuse de se plier aux exigences et aux ordres de sa mère, qui est renvoyée de la cour et doit quitter le Portugal pour rejoindre la Castille, sa terre natale, et la cour de son père, Afonso X. Dinis Ier doit faire face à un autre problème délicat. Le Portugal était de nouveau en conflit avec l'Église catholique. À la fin de sa vie, Afonso III est impliqué dans des conflits avec l'Église, tout comme son prédécesseur Sancho II. Le roi de Portugal, Afonso III, a été excommunié en 1268 par l'archevêque de Braga, Martino Geraldes, et les évêques de Coimbra, Dom Mateus Martins, et de Porto, Don Vicente Mendes. Ajouté à ces sanctions, Afonso III voit son excommunication aggravée par celle du pape Clément IV. Dinis Ier tente de résoudre le problème en signant un traité avec le Saint-Père Nicolas III et avec ses successeurs où il promettait de protéger les intérêts de Rome au Portugal, tout en acceptant de donner asile à l'ordre du Temple, persécuté en France par le roi Philippe IV le Bel. Chose effectuée à partir de 1307, année où le pape Clément V dissout l'ordre militaire et monastique. Dinis Ier refusant, comme d'autres souverains, d'obéir aux injonctions du roi de France et du pape d'arrêter tous les Templiers. Il décide de changer le nom de Templier en lui accordant le titre de chevalier de l'ordre du Christ. Dinis Ier est le premier roi à diriger le Portugal durant une période de paix après la Reconquista, terminée bien avant l'Espagne. Travaillant à réorganiser l'économie du pays et à renforcer son agriculture afin de dynamiser l'économie. La Reconquista étant terminée pour le Portugal, Dinis Ier fut surtout un roi administratif et pacifique, malgré de petits conflits avec la Castille dont il obtient la possession des bourgades de Serpa et Moura. Les territoires au-delà de Guadiana et la rectification des frontières de Ribacoa. Il signe un traité avec Fernando IV de Castille le 12 septembre 1297. Ce traité est encore en vigueur. Il a défini les frontières du Portugal dans le traité d'Alquinzis, signé entre les souverains de Castille et Léon, Dona Maria de Molina, régente du royaume au nom de Fernando IV, encore mineur. Avec ce traité, le Portugal s'est retrouvé avec les plus anciennes frontières d'Europe.
Sous le règne de Dinis Ier, l'économie nationale est devenue si forte que le Portugal est devenu un pays exportateur, non seulement de vin et d'huile d'olive, mais de blé, de sel et de fruits secs. Une fois le problème des frontières résolu, aucune autre guerre n'eut lieu durant son règne, justifiant ainsi le souvenir qu'il a laissé d'un roi étrangement pacifique pour son époque marquée par la Reconquista, les croisades et les guerres entre la France et la Flandre. Ainsi, les priorités du gouvernement furent essentiellement l'organisation de son royaume et la continuation des actions de son père visant à la stabilisation et à la modernisation du Portugal. Dinis Ier a publié le noyau du Code civil et criminel portugais, se concentrant sur la protection des classes moins favorisées contre les abus de pouvoir de la part des seigneurs et de la noblesse. De nombreux conseils municipaux et foires furent initiés sous ce règne. Le roi encourage l'extraction de métaux et signe le premier accord commercial avec l'Angleterre. Pendant son règne, Lisbonne est devenue le centre administratif du pays. L'un des actes les plus célèbres du roi fut de fonder la forêt de pins près de Leiria pour servir de source de bois pour la construction de navires destinés au renforcement des armadas portugaises. Il nomma comme premier amiral de la marine un Génois, Manuel Pessana, tout en préparant des projets de construction navale et de quais. Malgré la paix qui règne dans le royaume de Portugal, Dinis Ier ne néglige aucunement l'aspect militaire et particulièrement la marine. Réforme qui pose les bases sur lesquelles s'appuiera à partir de 1415 Juan Ier et Don Henrique au Navigador pour fonder l'Empire portugais. Rapidement se pose la question de la continuité dynastique. Afonso III avait eu 7 enfants, dont 4 fils, mais seuls Dinis Ier et son frère Don Afonso de Portugal parviennent à l'âge adulte. Mais ce dernier ne peut prétendre à la couronne de Portugal du fait de son exil en Castille, à la suite d'intrigues. La principale raison de son opposition à son frère serait basée sur un argument avec peu de crédit. Don Afonso de Portugal a revendiqué son droit au trône, considérant Dinis Ier comme de naissance bâtarde, puisqu'il était né avant la légalisation du mariage de ses parents, car Afonso III était encore officiellement et légalement marié à Mathilde, comtesse de Boulogne, ce qui donnera en 1580 crédit aux revendications de Catherine de Médicis lors de la succession au trône de Portugal, lors de la mort de Don Henrique, cardinal roi de Portugal. En effet, le second mariage d'Afonso III n'a été légitimé qu'en 1263, alors que Dinis Ier était né 2 ans auparavant. Mais Don Afonso de Portugal vient au monde cette année-là. La revendication n'a pas été considérée comme valide, précisément parce que le mariage des parents a finalement été légitimé. Dans ce climat de contestation, le mariage de Dinis Ier s'avère crucial pour l'avenir de la dynastie de Bourgogne. Le mariage de ce roi fut peut-être l'un des premiers grands succès de la politique étrangère portugaise. Dinis Ier entame des négociations avec Pedro III, roi d'Aragon, pour épouser sa fille Isabelle d'Aragon, convoitée en même temps par les ambassadeurs des rois de France et d'Angleterre. Isabelle était un parti extrêmement précieux, car sa figure était prestigieuse pour les meilleures qualités et aussi l'importance stratégique de l'Aragon, à la fois d'un point de vue politique et économique, puisque Pedro III débute une politique méditerranéenne, à commencer par la conquête de l'île de Sicile, politique qui aboutira sous Ferdinand II d'Aragon lors des guerres d'Italie. Pedro III s'empare de l'île pour défendre les droits de sa femme, Constance de Hohenstaufen, dernière descendante de la maison impériale allemande de Hohenstaufen, dans le sud de l'Italie. Les successeurs de Pedro III poursuivront cette politique d'expansion et de domination méditerranéenne pour contrôler les royaumes de Sicile et de Naples au XVIe siècle. Grâce à la diligence de leurs avocats et vassaux, João Velho, João Martinez et Vasco Pires, les clauses de mariage sont négociées et ces mêmes personnages doivent recevoir la mariée ainsi que les cadeaux. Le 12 novembre 1280, Pedro III décide d'accorder la main de sa fille au roi de Portugal, selon une lettre du 11 février 1282. Dinis Ier est âgé de 20 ans et la princesse aragonaise de 11 ans. Dinis Ier décide de faire don à sa femme de 12 châteaux et 3 villages.
Dinis Ier, roi de Portugal, épouse Isabelle d'Aragon. Le mariage entre le couple a lieu à Barcelone par procuration. La jeune fille était cultivée, sensible, courageuse, généreuse. Les mariés se rencontrent pour la première fois dans les terres portugaises. 2 mois après ce mariage par procuration, Dinis Ier décrète que la rencontre avec sa reine se déroulerait alors à Trancoso, un village fortifié avec son château fort proche de la frontière castillane, qu'il fera également don à Isabelle d'Aragon. C'est également dans ce village que le mariage réel a eu lieu le 26 juin 1282. Le couple royal y reste jusqu'au 1er jour d'août. C'est dans l'ermitage de Saint-Barthelin qu'a lieu le mariage qui a réuni le roi et la reine. Deux statues commémorant l'événement sont toujours visibles actuellement à Trancoso. Plus tard, le couple s'installe à Coimbra. Ce mariage a porté ses fruits, 2 enfants viennent au monde. Dona Constance et Don Afonso, futur Afonso IV, successeur de Dinis Ier. La reine se verra sanctifiée sous le nom de Sainte Isabelle d'Aragon en 1819 par le pape Pie VII. Durant son règne, Dinis Ier voyage dans l'ensemble de son royaume, visitant les villes et villages, apportant des solutions aux problèmes rencontrés. Avec l'aide de son épouse, la reine Isabelle d'Aragon, plus tard Sainte Isabelle, Dinis Ier essaye d'améliorer la vie des pauvres et fonde diverses institutions de charité. Préoccupé par les infrastructures du pays, il ordonne l'exploitation de mines de cuivre, d'argent, d'étain et de fer, et organise les exportations de ces produits vers les autres pays européens. Il signe le premier traité de commerce avec l'Angleterre en 1308 et fonde la marine marchande portugaise. Dinis Ier institue la première réforme agraire du Portugal, redistribue des terres en morcelant les terres féodales et ecclésiastiques, encourageant l'agriculture et fonde diverses communautés rurales, des marchés et des foires. Sous son règne, le Portugal produit plus de céréales, dépassant ses besoins et exporte l'excédent. Un de ses plus grands bienfaits fut la plantation de pins pour protéger les terres arables de l'avance des sables sur les côtes. La forêt de pins de Leiria existe toujours. Le règne de Dinis Ier a vu la création d'une identité nationale, faisant du portugais la langue officielle du royaume. En 1290, il fonde l'université de Lisbonne, qui fut ensuite transférée à Coimbra. Il est également connu pour sa poésie qui a conduit au développement du portugais comme langue littéraire. Troubadour, il a écrit de nombreuses chansons, dont 137 nous sont parvenues aujourd'hui. La production céréalière dépasse rapidement la consommation intérieure et le Portugal devient un royaume d'exportation, établissant des relations commerciales avec les ports de Catalogne, de Bretagne, de Flandre et d'Angleterre. Signant en 1308 le premier traité commercial avec Édouard II, roi d'Angleterre. Le vin, l'huile d'olive, le sel, les fruits secs sont également exportés vers ces ports. Dinis Ier ordonne également l'exportation de mines de cuivre, d'argent, d'étain et de fer. Même en dehors du Portugal, les marchands portugais ont commencé à obtenir des privilèges. Philippe IV le Bel, roi de France, a accordé des privilèges aux marchands lusitaniens, à 2 reprises, en 1290 et en 1310. À cette date spécifiquement aux marchands de Harfleur. Cette augmentation du commerce a augmenté le nombre de foires. Dinis Ier poursuit dans cette branche l'impulsion de son père. Les régions de entre Douro, Minho, Beira et Alteja se couvrent de foires, à savoir des foires franches d'impôts, c'est-à-dire des foires avec privilèges et exemptions. Puisque les conditions de mouvement, les dangers des routes, ainsi que les arrestations pour dette pouvaient compromettre le succès de la foire, il est devenu presque obligatoire dans les lettres de foire l'introduction de la formule que tous ceux qui viennent à cette foire pour vendre ou acheter sont en sécurité. Pour éviter la dépendance des États voisins en ce qui concerne le transport de marchandises, Dinis Ier a ordonné la construction de navires dans les chantiers navals du royaume. Même les marins étrangers venaient instruire dans ce domaine et diriger les bâtiments. C'est ainsi qu'il a attribué comme privilège au Génois Manuel Pessana le poste d'amiral, fondant une véritable marine portugaise au service de la couronne et du royaume.
À la fin du XIIIe siècle, l'architecture militaire européenne avait subi une série de bouleversements qui ont changé le profil des bâtiments et dicté des innovations radicales dans les tactiques militaires d'attaque et de défense d'un château, les rendant aptes non seulement à défendre comme le faisaient les châteaux romans, mais aussi à attaquer selon les nouvelles typologies de l'architecture gothique. Philippe Auguste fut le grand pionnier de ce grand mouvement, entreprenant plusieurs changements dans plusieurs de ses châteaux, les endossant avec ces nouveaux moyens qui les rendaient plus résistants aux attaques fréquentes subies dans une France encore clairement féodale. Au Portugal, Sancho Ier a amélioré le système défensif à Coimbra avec la construction de tours Quiniria en 1198 et Belcus en 1211. L'ordre des Hospitaliers a érigé le château de Belver, déjà avec de nouveaux moyens. Face à l'invasion qu'ils ont subie en 1190, l'ordre des Templiers a introduit des changements qui révèlent la connaissance de l'architecture pratiquée alors en Terre Sainte et au Moyen-Orient. Innovation apportée par Guildim Pais, maître de l'ordre, qui a été témoin de la deuxième croisade, ayant pris part au siège d'Antioche, à la prise d'Ascalon en 1153, à la bataille d'Ourique en 1139, et grand compagnon du premier roi de Portugal, Afonso Henrique. Cependant, la pression des invasions musulmanes et une série prolongée de mauvaises récoltes ont entraîné une augmentation des dépenses pour l'économie nationale, ce qui a interrompu la poursuite de la rénovation de plusieurs châteaux. C'est précisément avec Afonso III et Dinis Ier que la situation a changé, puisque les caisses de l'État étaient à nouveau pleines. Si Afonso III introduit le premier amendement à l'enceinte de Malguès en 1263, qui était devenu le premier exemple de l'adaptation de la nouvelle architecture apportée de France par le comte de Boulogne, ce sera cependant Denis Ier qui entreprendra en profondeur un projet de réforme de l'architecture militaire à grande échelle. Probablement l'un des plus ambitieux de l'histoire du royaume de Portugal, et qui sera poursuivi par ses lointains descendants Juan II, Emmanuel Ier. Les complications cardiaques seraient la source des problèmes de santé qui touchent le roi de Portugal. En 1322, Dinis Ier eut une petite crise cardiaque ou un petit accident vasculaire cérébral, mais parvient à vivre encore 3 ans affaibli, porté dans les promenades et appuyé sur les hommes. C'est l'angine de poitrine ou myocardite qui fut la cause de sa mort en 1325. Douleur thoracique due au faible apport d'oxygène et de nutriments aux muscles cardiaques. Si la fin de son règne fut douloureuse et lui apporta une grande amertume, sa décision de transiger avec les souhaits de son fils lui assure au moins la consolidation ultime de mourir en paix et de se réconcilier avec la famille la plus proche. Dinis Ier meurt à Santarém le 7 janvier 1325. Il fut enterré au monastère de Saint-Dinis à Odiveila. Après sa mort, certaines ambassades sont venues au Portugal pour présenter leurs condoléances. Elles ont exprimé leurs condoléances à la reine-mère et veuve Isabelle d'Aragon et au nouveau roi Afonso IV, qui a été simultanément félicité pour l'ascension au trône. Le propre frère de la reine-mère, Jaime II d'Aragon, offre ses condoléances tout en faisant des efforts pour la réconciliation entre le nouveau roi et son frère, l'infant Don Afonso Sanchez de Portugal, seigneur de Albuquerque. La querelle entre les deux frères remonte au règne de Dinis Ier. La reine Isabelle d'Aragon avait appelé à la cour tous les enfants du roi, même les bâtards, leur fournissant une éducation de même qualité, donnant des cours particuliers à Don Afonso Sanchez de Portugal. Pour cette proximité et certainement pour d'autres raisons, Dinis Ier a dédié à Don Afonso Sanchez de Portugal une estime particulière, au point de lui confier un poste d'intendant de la couronne, fonction prestigieuse et proche de la personne du souverain. Cette relation provoque un violent mécontentement de la part de l'héritier légitime du trône, l'infant Don Afonso de Portugal. Le résultat fut une guerre civile, 1319-1324, entre le père et le fils. Malgré les diverses escarmouches, le point culminant de ce conflit fut la bataille d'Alvadad, qui n'eut jamais lieu,
par l'intervention de la reine, selon les légendes, qui met fin à la guerre et une réconciliation entre le père et le fils. Comme on l'a vu, Dinis Ier, appelé également le roi fermier ou le roi poète, est le sixième roi de Portugal. Fils aîné d'Afonso III le Boulonnais et de Béatrice de Castille, premier roi de Portugal, qui était également roi de l'Algarve depuis le début de son règne qui coïncide avec la fin de la Reconquista pour le Portugal. Il descend par son père et par sa mère de Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pour aller plus loin et avoir davantage de renseignements historiques, retrouvez-moi également sur mon site internet, donné en description. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.